librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'accueille dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie Martin Cloutier, qui est souvent à la télévision cette année. Bonjour, Martin. Bonjour, Karine. Alors, tu es directeur de la Corporation de développement communautaire. Oui. On travaille dans la même bâtisse, au Centre Marie-Agnès Desrosiers. Oui. Et c'est drôle parce que l'année dernière, quand je t'ai parlé de créer une émission qui portait sur les styles littéraires, tu as levé ta main tout de suite. Tu as dit « Ah, ça m'intéresse. » Et je dis « Oui, de quoi tu veux parler? » Et là, on t'a dit « Philosophie, théologie. » J'ai dit, quand même, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on... Je vais te dire honnêtement, je pensais pas trouver un chroniqueur qui serait prêt à parler de ces styles littéraires-là. Qu'est-ce qui t'a amené à aimer ou à vraiment privilégier ce type de lecture dans ta vie? Parce qu'on s'entend que, tu me disais tout à l'heure, c'est une grande part de tes choix littéraires, c'est de la philosophie ou de la littérature théologique. J'ai eu un goût assez précoce pour le questionnement, la remise en question, me poser des questions, tout ça. Puis j'aimais bouquiner. Mon père, c'est un amoureux des livres. Mon père, il a énormément de livres chez lui. Puis depuis que je suis tout jeune, je fouinais dans ses livres. Puis on bouquinait ensemble. Puis adolescent, je me rappelle être entré dans une bouquinerie. Puis, je furetais sur les rayons, puis des fois, je prenais un livre parce que, le titre m'attirait, le nom de l'auteur, je le trouvais interpellant ou peu importe. Là, on fait des choix, des fois, un peu, intuitifs ou arbitraires aussi. Puis j'avais demandé au libraire sur place s'il y avait un livre à me conseiller que, après l'avoir lu, ma vie serait plus pareille, que ça changerait ma vie. Et là, t'avais quel âge à peu près, là? Entre 12 et 14 ans. Oui, OK, c'était précoce, en effet. C'était précoce. Je lisais aussi de la littérature fantastique à cette époque-là, mais j'avais un intérêt pour c'est ça, des remises en question importantes, radicales, puis tout ça. Puis il m'avait suggéré, il avait ri d'abord, le libraire avait trouvé ça bien sympathique, puis il m'avait suggéré une BD sur le taoïsme, une bande dessinée, mais qui essayait de faire ressortir l'essence un peu de c'est quoi la philosophie taoïste, là, qui vient de la Chine. Oui. Donc, puis de fait, ça avait été un livre que j'avais beaucoup apprécié. Il n'avait pas rempli tout le mandat que je m'attendais d'un livre comme ça, mais quand même, ça m'a donné le goût des philosophies orientales, des religions, tout cet univers-là où on se pose des questions, où on réfléchit à une quête qui peut être intérieure, mais où on touche aussi aux visions du monde en général. Là. Dans le fond, qui nous amène à nous questionner sur le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, le sens aussi de notre vie dans le monde. Puis aussi qui nous donne du recul, une perspective large. Là. C'est ça que je cherchais aussi à cette époque-là. Donc, c'est un goût que j'aimais tari. Là. Je continue à lire des livres de philosophie, de religion. Puis j'ai fait mes études là-dedans. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as étudié aussi dans le domaine. Donc, c'est une lecture qui te nourrit, toi, parce que tu as un besoin de te questionner, de réfléchir sur à peu près tout. Parce que quand on parle de philosophie, on parle de tout. Hein? On peut parler de la philosophie mathématique, comme de la philosophie sociale, comme ça va dans tous les sens. Il y a 1000 branches. La théologie, c'est une branche, finalement, de la philosophie, en quelque sorte. Ça, on pourrait en jaser. Oui, là. Il y a des distinctions de disciplines importantes, mais comme la philosophie peut être divisée en plein de branches, la théologie, c'est pareil. Puis je pense que la théologie... J'ai un de mes professeurs qui disait on devrait toujours l'écrire au pluriel, ça, théologie. Tu sais, de parler de la théologie, c'est presque une erreur de langage. Là. Fait que c'est des univers en soi, puis à l'intérieur de ça, il y a toutes sortes de positionnements, de réflexions, de niches où on se pose des questions d'une façon plutôt que d'une autre. Puis, il y a aussi... c'est pas juste des histoires d'idées, il y a aussi des talents d'écriture qui savent s'exprimer dans ces disciplines-là. Puis c'est ça que j'aimerais ça donner le goût aux gens de lire des livres de philo, parce qu'il y en a qui sont vraiment tripants à lire. C'est pas juste intéressant, c'est pas juste des grandes questions, on n'est pas toujours dans l'abstrait.
Il y a des choses qui sont passionnantes Parce à qu'on se lire. disait tout à l'heure qu'il y a des œuvres que tu as amenées comme celui-ci, là, qui est tout petit. Là. Tiens, Luc, je commence même pas par Luc, mon collègue. J'avais dit que je commencerais par lui montrer l'autre livre, puis finalement, je commence par lui. Lui, tu dis qu'il se lit comme Ça se lit comme un roman. un roman. Oui, ça se lit comme un roman. Bon, il y a des passages qui peuvent être un petit peu plus ardus des fois, là, mais c'est une lecture passionnante. Si dans les premières pages, on aime le style, on est un peu dérouté, mais ça nous plaît, on va adorer ça, on va avoir énormément de plaisir à le lire. Parce que c'est un auteur qui est, oui, il est philosophe, Oui. il est aussi théologien, mais c'est aussi un littéraire. C'est vraiment quelqu'un... Il y a une aisance à transmettre sa pensée par écrit. Oui, et à ça. évoquer les idées puis les mouvements intérieurs dont il veut parler dans son livre aussi. Mais ça, c'est notre deuxième œuvre. Oui, ben oui. Parce que là, je vais démêler. Tu sais, j'ai dit, je commence puis je mêle mon collègue. Là. On va commencer par le bon livre. C'est bon? Mon collègue est là. OK. Alors, ça, c'est Simone Veil. Oui. Un peu moins évident, tu me disais, mais. Je dirais moins littéraire un peu que Kierkegaard, mais tellement intéressante. Simone Veil est intéressante parce que c'est à la fois quelqu'un qui a des grands questionnements de l'ordre de la spiritualité, de la mystique, puis qu'en même temps, elle a les deux pieds sur terre, là, mais vraiment. Elle n'avait là. pas le choix. Hein? Moi, tu m'as mis ce livre-là dans les mains et j'ai tout de suite lu Philosophe, historienne et mystique. J'ai dit, ah mon dos. Simone Veil, 1909-1943, a traversé les années noires du siècle. Elle a vécu la Première Guerre mondiale. Oui. Elle est décédée durant la Deuxième Guerre mondiale. Résistante. Elle meurt à 34 ans à Londres où elle avait rejoint la France combattante, laissant au sein du chaos contemporain une œuvre visionnaire. Mais honnêtement, là, moi, ça me jette toujours à terre de voir une jeune femme, on dit une jeune femme, oui, hein, 34 de ans. 34 ans qui meurt. Tu vas me raconter un petit peu son histoire, là, qui meurt et qui laisse une œuvre, tu sais, philosophique. C'est important. Oui, oui. Ça, c'est un amalgame de l'ensemble de ses textes. C'est ouais. ça. Mais tu sais, c'est une toute jeune femme. Oui. Et puis là, je vais te dire, tu me l'as amené, puis on s'en est parlé quelques minutes avant d'enregistrer. Puis là, je suis assez fascinée. Fait que je t'écoute me parler de Simone Veil. Bon, Simone Veil, par où commencer? Je disais qu'elle était à la fois très enracinée dans le réel, en même temps une penseuse de l'absolu, si on veut. Ouais. Elle a étudié la philosophie, elle a enseigné la philosophie. Elle a étudié avec Alain, qui est un grand philosophe de cette époque-là. Puis juste pour donner une idée de... Je vais commencer par le début. Très jeune, là, elle avait déjà un grand sentiment de proximité avec la misère des gens autour d'elle, une grande compassion, une grande empathie pour la souffrance autour d'elle. Puis c'était un siècle, on s'entend, hein, une première moitié de siècle pas évidente. Oui, non, c'est... Elle avait 5 ou 6 ans de mémoire, là, puis il était déjà en guerre, il y avait déjà du rationnement. Elle est née en 1909, tu me disais en Alsace. 14-18, oui, une famille juive d'Alsace. Ouf, OK. Elle était une petite enfant, je me rappelle plus son âge précisément, mais il y avait des carrés de sucre qu'il lui donnait parce que dans le rationnement, bon, elle avait droit à son petit carré de sucre de temps en temps. Elle les gardait pour les envoyer à ceux qui souffraient au front. Elle avait entre 5 et 7 ans, je pense. Oui, OK. Ça donne tout de suite une idée du tempérament, oui. puis de la richesse aussi de sa vie intérieure, capable de se mettre à la place d'un soldat au front à un âge comme ça. Donc, elle vivait des choses très, très intenses. Puis elle a une vie marquée par l'intensité. Quand elle est morte à 34 ans, elle n'est pas morte sous les balles, elle est morte d'épuisement et de tuberculose. Elle a toujours eu une santé fragile, assez usée à la corde rapidement, à vouloir vivre la vie de son siècle. Donc, je reviens à son rôle de philosophe. Elle a enseigné la philosophie. À un moment donné, après quelques années d'enseignement, elle a pris une année sabbatique. Les professeurs d'université, c'est connu un peu partout, prennent une année sabbatique pour faire des études, des recherches personnelles, pour continuer à cheminer dans leurs recherches. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait dans son année sabbatique? Elle est allée vivre l'expérience de la vie dans les usines. Elle a voulu s'associer, mais réellement, à la condition ouvrière de son siècle pour dire, mais c'est quoi pour de vrai
travailler physiquement, le labeur, là, où on a l'impression d'être un rouage d'un système pas humain. Elle a voulu le vivre à cause de ce même sentiment-là d'empathie, de compassion. Elle voulait comprendre les choses dans son corps. C'est comme si elle a vécu une vie en dehors de sa zone de confort de A à Z. Ouais. C'est comme si elle avait un profond mépris pour le confort aussi, Ouais. parce que ça l'éloignait de la vérité. Fait que pour elle, elle a toujours voulu s'affronter à la réalité la plus dure. Donc, oui, la vie dans les usines, tous les mouvements, toutes les luttes syndicales, elle a participé à tout ça. Elle a voulu comprendre la montée d'Hitler en Allemagne. Elle est allée là-bas pour apprendre, pour essayer d'en cerner les enjeux. Pas, tu sais. Non, mais elle a eu des analyses sociopolitiques très riches, très pertinentes, puis qui sont encore étudiées aujourd'hui quand on essaie de comprendre en sociologie, en sciences politiques, la montée du nazisme puis la montée de la droite encore aujourd'hui. Bien, c'est encore un auteur qu'on lit. Parce qu'elle est allée faire un tour en Allemagne puis elle a voulu comprendre ça en côtoyant les gens là, sur le terrain. Mais toi, là, qu'est-ce qui t'a amené à la lire? Puis qu'est-ce que tu as retiré de Simone Veil? Parce que là, tu me disais tantôt, bien, pour quelqu'un qui lit Simone Veil la première fois, c'est peut-être pas l'œuvre que je suggérerais, mais... Bien oui, parce que ça, c'est les œuvres complètes. Oui, mais d'un autre côté, pour bien connaître l'auteur, on n'a pas le choix que de les avoir au complet. Moi, je pense pas qu'on a à bien connaître un auteur. Je pense qu'on a à le lire. On a à plonger dans la lecture de cet auteur-là. Mais c'est ça, qu'est-ce que t'a apporté Simone Veil? Bon, Simone Veil, c'est quelqu'un... D'abord, quand j'ai trouvé son livre, c'était le livre L'Enracinement, dont on va lire une petite page tantôt. OK. C'est un moment où je me questionnais sur le rapport un peu à la terre, le rapport à la réalité. Je lisais des œuvres très abstraites, des questions plus de vision du monde, de religion aussi. Puis bon, le titre m'a interpellé. L'Enracinement, je me suis dit, tiens, je vais lire ça. Puis je connaissais pas Simone Veil. Donc, je me suis lancé comme ça. C'est ça que je suis allé un peu chercher, dans le fond, une réflexion sur la réalité du monde dans lequel je vis. Puis elle, ce que je suis allé chercher en lisant Simone Veil, plus particulièrement en élargissant dans plusieurs de ses œuvres, c'est qu'elle va à la fois tenir ces deux pôles-là bien attachés ensemble. Le pôle, oui, des luttes sociales, de la critique du monde dans lequel on vit, de vouloir changer le monde, le transformer, travailler à plus de justice sociale. Puis en même temps, ça, c'est nourri par toutes les grandes traditions philosophiques, spirituelles de l'humanité. Elle va s'être intéressée beaucoup à la Grèce antique. Elle va avoir lu les philosophies et les religions orientales, la Bhagavad Gita, un texte sacré de l'hindouisme. Elle va s'être intéressée à tout ça, puis ça va avoir nourri sa relation, dans le fond, à sa quête personnelle. Comment qu'on se positionne dans l'existence, vraiment. C'est tous des auteurs un peu existentialistes que j'ai apportés aujourd'hui. Oui, mais, tu sais, puis comme on se disait tout à l'heure, pour lire de la philosophie, de la théologie, il faut être disponible à la lecture. Tu sais, je veux dire, si on ne lit que des romans Lequin, puis se plonger après ça dans un Simone Veil, on va trouver ça ardu. Ouais. Mais une fois qu'on a commencé à intégrer et à se rendre disponible, parce que, je veux dire, on va lire l'extrait, tu vas lire quelques paragraphes, puis ça va t'amener une réflexion, puis en quelque part, ça t'amène une réflexion à toi, mais ça peut être extrêmement enrichissant aussi, là. Oui. Mais il faut être un peu plus disponible pour lire une œuvre philosophique. Ça prend une disponibilité, ça prend aussi du courage, parce que la philosophie remet souvent les choses en question, remet nos certitudes en question. Nous donne le goût de la mise en question aussi. Fait que ça prend une forme d'audace ou comme une saine folie, je dirais, pour dire hey, je vais m'attaquer à quelque chose, là, je vais lire là-dessus, une œuvre qui va m'ouvrir des perspectives ou qui va venir m'aider à comprendre, au fond, peut-être déjà une brèche que j'ai à l'intérieur de moi, une ouverture à un questionnement, à une
peut-être même une incohérence intérieure qu'on dit, bien, il y a quelque chose là-dedans d'intéressant, puis là, on va faire du pouce là-dessus, puis on va cheminer Puis tu là-dedans. dirais-tu, tu sais, parce qu'avant qu'on enregistre, je te disais, moi, dans ma vie en ce moment, je suis pas dans une situation où je peux me permettre de m'asseoir puis de faire des lectures qui vont m'amener à réfléchir, parce que, tu sais, je suis vraiment dans une période de la vie où je suis plus dans l'action. Mais dirais-tu que la littérature philosophique ou théologique est accessible à tout le monde? Bien, il faut savoir lire, là, oui, tu sais. bien entendu, il faut savoir On ne donnera pas lire. ça à un élève de maternelle. Non, c'est tu sais. ça. Je suis pas toujours réaliste par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que oui, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible dans la mesure où on aborde ça avec passion. Puis on disait, bon, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la disposition pour lire des œuvres comme ça. En même temps, Simone Veil, c'est l'exemple vivant de quelqu'un qui, bon, il faut dire aussi, elle est morte d'épuisement à 34 ans, Oui. mais c'est quelqu'un qui plonge dans la vie à 100 000 à l'heure, qui est de tous les combats, puis qui, en même temps, va traduire des œuvres de l'Antiquité grecque, réfléchir sur des textes hindous, dialoguer avec tous les philosophes de son temps. On ne faisait pas du 9 à 5, elle, hein? Non, c'est ça. La philosophie, c'est vraiment une affaire pas juste d'intellectuels qui jouent avec des concepts et des matières abstraites. C'est une affaire de passion. Puis je pense que c'est une affaire où c'est des questions de vie et de mort qu'on se pose en philosophie, comme en théologie aussi. C'est là qu'on est rejoint. C'est là qu'on est mobilisé, puis qu'on a le goût de lire, puis qu'on a le goût d'approfondir. C'est parce que c'est notre vie qui est en jeu à chaque page qu'on lit. C'est ça qui est passionnant. Bien, on va lire l'extrait de Madame Simone Veil. L'ordre. Le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre, c'est-à-dire un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. L'âme ne souffre d'une violence spirituelle de la part des circonstances extérieures que dans ce cas. Car celui qui est seulement arrêté dans l'exécution d'une obligation par la menace de la mort ou de la souffrance peut passer outre et ne sera blessé que dans son corps. Mais celui pour qui les circonstances rendent un fait, en fait incompatibles les actes ordonnés par plusieurs obligations strictes, celui-là, sans qu'il puisse s'en défendre, est blessé dans son amour du bien. Aujourd'hui, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations. Quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un fauteur de désordre. Quiconque agit de manière à la diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les problèmes ni certaines obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. On n'a malheureusement pas de méthode pour diminuer cette incompatibilité. On n'a même pas la certitude que l'idée d'un ordre où toutes les obligations seraient compatibles ne soit pas une fiction. Quand le devoir descend au niveau des faits, un si grand nombre de relations indépendantes entrent en jeu que l'incompatibilité semble bien plus probable que la compatibilité. Mais nous avons tous les jours sous les yeux l'exemple de l'univers où une infinité d'actions mécaniques indépendantes concourent pour constituer un ordre qui, à travers les variations, reste fixe. Aussi, aimons-nous la beauté du monde parce que nous sentons derrière elle la présence de quelque chose d'analogue à la sagesse que nous voudrions posséder pour assouvir notre désir du bien. C'est, je vais dire, dans 2 paragraphes, moi, j'ai besoin de m'arrêter. Puis tu sais, regarde, Martin, je regarde le temps qui passe, puis je me dis, on aura juste le temps de parler de Simone Veil. Mais c'est dense, oui. Puis je lis un paragraphe, et là, j'ai besoin de m'arrêter. C'est sûr que ton esprit est peut-être un peu plus aiguisé, toi, mais moi, j'ai besoin de m'arrêter là, puis de dire, oh, attends un peu, je relis. De le digérer un peu. Oui. En fait, j'ai voulu choisir un extrait du livre L'Enracinement pour honorer le fait que c'est le premier livre sur lequel j'ai mis la main de Simone Veil, mais c'est pas celui que je recommanderais nécessairement comme première lecture à des gens qui diraient hey, « moi, je veux la découvrir ». Je recommanderais plus un livre qui s'appelle « La pesanteur et la grâce », qui est une collection d'extraits de ses carnets qui sont plus accessibles, je pense, mais qui touchent plus au versant
mystique ou spirituelle de Simone Veil, où elle va réfléchir à la pesanteur en nous, à l'inertie, dans le fond, contre laquelle on lutte toujours, mais aussi à l'appel d'air, elle, ce qu'elle nomme la grâce, comme l'attente au-delà de toute espérance réaliste qu'on va avoir les moyens ou la sérénité ou le soutien dont on a besoin là, à travers les épreuves. Puis tu parles de Simone Veil qui parle de la pesanteur. Comment tu me dis la pesanteur? La pesanteur et la grâce, le titre de ce livre-là, plus facile d'accès. C'est drôle que tu me dises ça parce que, dans le fond, elle est née à une époque, et elle a vécu à une époque très, entre guillemets, lourde à vivre. Hein? Vraiment. Et puis, est-ce que tu penses que, tu sais, elle a commencé, très jeune, dans le fond, à avoir une certaine pensée philosophique, mais j'imagine que son œuvre doit être teintée de beaucoup de noirceur, vu que elle a vécu la Première Guerre mondiale. Elle a, tu sais, je veux dire, elle a vécu en France, en Alsace en plus. On sait très bien que le territoire alsacien a été extrêmement affecté au niveau, durant la Première Guerre mondiale. Et on remet la table à la fin de sa vie, là. Donc, cette lourdeur-là, est-ce qu'elle se ressent dans l'ensemble de son œuvre, ou bien si c'est une personne qui a quand même une pensée très optimiste? Je dirais qu'il y a un beau jeu d'ombre et de lumière dans son œuvre. Justement, le titre, c'est « La pesanteur et la grâce ». Ouais. Donc, oui, la noirceur, elle la regarde les yeux grands ouverts, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière dans son œuvre. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille juive agnostique. Elle s'est intéressée à la philosophie, mais elle était... La religion... ça me fait drôle que tu me dises une famille juive agnostique, parce que ça veut dire, dans le fond, sont nés dans la religion juive, mais ils n'ont pas pratiqué, puis ils n'ont pas... ne croyaient pas nécessairement. Mais au fil des ans, elle va s'être convertie au christianisme sans jamais accepter d'être baptisée, comme elle va avoir participé à toutes les luttes sociales sans jamais vouloir avoir fait partie d'un parti politique non plus. Elle voulait être là comme observatrice un peu? Je crois qu'elle ne voulait pas s'assujettir à une institution, mais vraiment vivre collée à cet élan intérieur-là, puis à ce désir-là d'un absolu qui l'animait. Avec un grand désir de liberté aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, au fil de ses œuvres, oui, elle va faire ses analyses sociopolitiques, elle va regarder la montée du nazisme, la condition ouvrière, toutes ces choses-là, les conditions des paysans de son temps, la guerre, tout ça, elle va analyser ça avec beaucoup d'acuité, mais en même temps, elle va avoir une réflexion toujours plus approfondie au niveau spirituel, si on veut, sur le sens de la vie humaine, sur c'est quoi les tensions à l'intérieur de nous qui nous font avancer puis qui nous font être sereins dans cette noirceur-là. Donc, oui, il y a la noirceur dans son œuvre, mais en même temps, comment qu'on peut être un porteur de lumière dans cette obscurité-là qui l'entoure, là. Fait que ça, elle l'a vécu intensément, puis c'est de ça qu'elle rencontre dans son œuvre. J'imagine qu'elle a aussi. vécu intensément, parce qu'à 34 ans... puis, regardez, il nous reste 2 minutes et demie. Tu sais, dans sa vie, est-ce que c'était une personne qui était trop tourmentée? Est-ce qu'on a vu au niveau de ses relations sociales ou ses relations amoureuses ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a eu des influences aussi particulières? Et là, je t'en demande, hein, Martin? Oui, tu m'en demandes. Je pense que côté vie amoureuse, ça n'a pas été... Ça n'a pas dû être génial, mais tu sais, à 34 ans, on est à l'aube de notre vie d'adulte, tu sais, je veux dire... Oui, mais elle était tellement dédiée à ces combats-là et à cette recherche-là, qui pour elle était une recherche de la vérité. Je crois qu'elle n'a pas eu de vie amoureuse heureuse ou d'influence ou de relations qui ont marqué son œuvre. Toutes sortes de relations ont marqué son œuvre, comme Georges Bataille, dont je vais parler éventuellement. Oui. Ils se sont rencontrés à quelques reprises, ils se connaissaient un petit peu, s'appréciaient peut-être pas tant, mais quand même, comme c'est une personne qui recherchait beaucoup l'intégrité puis la vérité, bien, quand elle rencontrait quelqu'un, même si elle avait des profonds désaccords avec cette personne-là ou des points de vue absolument différents,
elle en prenait compte, puis ça nourrissait sa réflexion. Et elle devait être très exigeante dans ses relations avec autrui. Certainement, hein? certainement aussi, oui. Elle devait pas toujours être facile à vivre non plus. Non, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Écoute, puis vois-tu, il nous reste 1 minute et demie. Tu voulais nous parler de Kierkegaard. On va le garder pour la prochaine fois, Ben Martin. oui. Hein? Ben oui. Mais avant de terminer, qu'est-ce que tu... Donc, tu nous suggérerais de commencer Simone Weil. Est-ce qu'il y a une œuvre qui pourrait raconter sa vie avant de nous plonger dans son œuvre philosophique? Parce que, vois-tu, je remarque ici au début là, qu'on fait une belle biographie. Là. Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr qu'on a une bonne mise en contexte dans ce livre-là. Il y a des biographies sur Simone Weil qui existent, qui sont bien intéressantes aussi. Mais bon, moi, je suis toujours de l'avis qu'on devrait plonger dans l'œuvre de l'auteur plutôt que de lire sur l'auteur. OK. Mais ça, c'est un choix éditorial de ma part. Mais effectivement, ça, c'est... On a le volet historique là-dedans, l'introduction à chacun de ces textes. Fait que c'est sûr que c'est une bonne porte d'entrée aussi. Mais alors, ça peut être intimidant parce que c'est une bonne brique aussi. Hein, c'est costaud. Donc, Simone Weil, à ne pas confondre avec la politicienne aussi. Non, c'est ça. C'est deux personnes différentes. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, Martin, d'être venu nous parler de Simone. Bien, ça fait plaisir. Et on se revoit éventuellement pour parler de Kierkegaard. Donc, mesdames et messieurs, j'avais en ma compagnie Martin Cloutier qui va venir à quelques occasions nous parler de philosophie. On espère que vous avez apprécié et que ça va vous donner le goût de lire un peu plus d'écrits, d'essais philosophiques. Entre-temps, restez des nôtres pour la suite des émissions. Bonne soirée à tous.